Salut à tous, bienvenue dans Les Yeux dans les Jeux, l'émission qui s'intéresse à la préparation des athlètes azuréens pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et à mes côtés, François Paturle, aujourd'hui journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut François. Salut Vivien. Merci d'être avec nous et aujourd'hui on s'intéresse à la gymnastique avec notre invité Samir Aït Saïd. Il a 34 ans, il est né à Champigny-sur-Marne, il est licencié en type depuis de nombreuses années, il est membre de l'équipe de France de gymnastique, déjà qualifié pour les Jeux de Paris de l'été prochain. Il a également été porte-drapeau aux Jeux de Tokyo. Merci Samir d'être avec nous. Merci à vous. Et bienvenue sur ce plateau. Et tu es accompagné aujourd'hui de Christophe Keller, ton préparateur physique. Salut Christophe. Salut Vivien. Et d'Olivier Moriano, ton préparateur mental, bien entouré. Salut Olivier. Bonjour Vivien. Et tu es aussi entraîné par Kevin Dupuis, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais voilà, c'est un staff assez étoffé. Et pour mieux te connaître, Samir, eh bien, c'est François qui va te présenter. Eh bien Samir, on est vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que tout simplement tu es l'un des plus grands champions du sport français actuel. Tu as été le porte-drapeau, excuse-moi, j'en suis ému encore, tu vois, des JO de Tokyo, porte-drapeau de l'équipe de France. Tu as été le premier gymnaste de l'histoire à porter l'étendard national. Tu vas participer à tes troisièmes Jeux Olympiques, tu es allé chercher la qualification de manière encore assez incroyable. Tu es encore revenu nulle part. Enfin, c'est ton secret, c'est ta personnalité, c'est toi quoi. Tu réussis des choses extraordinaires. Et voilà. Et donc tu es un garçon qui a commencé la gymnastique tout petit. Hein. Tu avais, je crois, 6 ans. Exact. Une sortie scolaire, c'est ça, un petit peu. Ouais, exactement. On faisait des sorties avec l'école et on avait une salle de gym juste à côté. Et voilà, on allait faire un peu de trampoline avec toute la classe et je pensais que la gym c'était ça. C'est ça. Tu pensais que c'était le trampoline au départ. Ouais, complètement. Voilà, je suis atterri dedans voilà, par hasard. Mon père était sportif, mais rien à voir avec la gym. Il était plutôt dans les sports de combat. Il allait pour m'inscrire au judo, parce que la salle de judo était juste au-dessus de la salle de gym. Et en allant m'inscrire, on passe devant la salle. Et je dis à mon père, attends, la bagarre, j'en fais assez à l'école. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'était pas terrible, mais je préfère m'amuser au trampoline. Voilà comment j'ai atterri dedans. Ouais. Et tu gagnes assez rapidement des compétitions, hein, et puis tu te fais repérer par le pôle d'Antibes. Je crois que c'est Philippe Carmona. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai intégré le pôle France en 2001, il me semble. Je rentre en 6e. En toute honnêteté, le niveau comparé aux autres était catastrophique. Le tien, tu veux dire? Ouais. Mon niveau était catastrophique. Donc, j'arrive dans une salle où il y a des mecs de mon âge qui étaient déjà champions de France. Et ouais, il y avait un sacré écart. Il y avait un sacré écart entre eux et moi. Je me souviens quand il y avait des rassemblements nationaux, eux partaient et moi j'étais puni entre guillemets à rester à la maison parce que j'avais pas forcément le niveau. Donc dès petit, je me suis pris une claque, mon ego a pris une claque et je me suis dit il est hors de question que je continue comme ça, à les regarder partir et moi de rester ici. Et oui, et finalement tu as petit à petit, tu as franchi les marches et tu as remporté tes premiers titres. Je crois que tu avais été un peu snobé par l'équipe de France Espoir et puis tu t'es rattrapé ensuite, non, c'est ça? Je vais pas dire snobé. J'ai eu un petit moment, entre guillemets, d'injustice. Donc j'étais en Espoir et je pars à Lille je pars à Montceau-les-Mines pour faire un test pour rentrer en équipe de France Espoir. Donc je fais le test sur le concours général, sur tous les agrès. Et je gagne le test. Donc avec mon ancien entraîneur, on s'est dit chouette, ça y est, tu rentres à la maison, tu vas porter ton premier survêtement France quoi. J'étais tout gamin, j'étais heureux comme tout. Et un jour, mon coach reçoit un coup de téléphone, je le vois un peu tirer la tronche. Je lui dis ça va? Il me dit oui, l'entraîneur national m'a appelé, on va devoir refaire un deuxième test. Il me dit oui, on va devoir refaire un deuxième test. Le test va se passer à Lille. Et moi, à cette époque-là, j'avais une maladie de croissance qui s'appelle l'Osgood-Schlatter, qui, du coup, m'empêchait, entre guillemets, de faire du sol et du saut. Donc, le coach lui a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on va faire le deuxième test, sauf que Sam, on va le préserver de sol et de saut pour la compétition, pour qu'il arrive à 100% à la compétition. Donc, je fais le deuxième test à Lille, ça s'était super bien passé.
Et quand j'entends l'annonce de l'équipe, j'entends pas mon nom. Et là, waouh, grosse claque. Donc on revient sur Antibes et là, Philippe Carmona, qui lui était à la tête de l'équipe de France junior, qui préparait le championnat d'Europe junior, vient voir mon ancien coach et lui dit bon bah on va tester Samir, on va le mettre dans la préparation des championnats d'Europe junior et on va voir ce qu'on peut faire. Et dans ma tête je me dis attendez, mais ils sont en train de se foutre de moi clairement. Je suis même pas retenu pour un match amical. Mais en fait c'est même pas ça, c'est je suis pas retenu pour un match amical avec les espoirs. Et là, on me demande de faire des sélections pour le championnat d'Europe junior. Donc, ça manquait de cohérence à tes yeux. Ouais, tu vois, je comprenais rien. Et sauf que voilà, il s'avère que j'ai réussi à me qualifier pour ces championnats d'Europe junior et en plus, avec fierté, je suis la seule médaille européenne. Donc ouais, j'ai commencé directement dans le grand bain. Philippe Carmona, qui est, juste pour préciser, toujours au Pôle France d'Antibes aujourd'hui, dans les tauliers presque de cette structure. Ouais, il fait partie des murs, hein. comme Marcus, Marc Touchet, qui sont voilà, des piliers là-bas. Et voilà. Et après, tes premiers championnats du monde, tu as 19 ans, et après c'est le début de la grande aventure. Hein. Exactement, ouais. Exactement. Et après, François, il y a le départ, je crois, de Samir, l'arrivée à Antibes sur la côte. Enfin, entre-temps, voilà, comment ça s'est fait, tout ça. Avec ta famille qui t'a rejoint. Enfin, ouais. Comment s'est passé ce grand déménagement quand tu avais 11 ans, tu es venu à Antibes un peu tout seul, tu étais tout petit. Comment tu as vécu ce... En fait, voilà, moi, je suis issu de la région parisienne, Champigny-sur-Marne. J'ai quitté Paris en 2001, justement, pour intégrer le Pôle France. J'ai été quelques temps à l'internat, pas longtemps. Mes parents sont venus un petit peu plus tard et je suis resté à Antibes du collège, de ma 6e jusqu'à ma terminale. Et ensuite, je suis reparti sur Paris, donc là où j'ai intégré l'INSEP pour la préparation des Jeux de Londres. Et depuis, Et depuis, tu habites entre Paris et Antibes. En fait. Voilà, alors j'ai été très 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 longtemps à l'INSEP. L'INSEP pour moi c'est une deuxième famille. Je leur dois beaucoup. Et on va dire que j'ai fait de 2008-2009 jusqu'à 2017 à l'INSEP. Et après, je suis revenu pour préparer les Jeux de Rio ici. Voilà. Et là, tu t'es donc qualifié pour les Jeux de Paris depuis le 19 avril, c'était à Doha. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était un soulagement de par le format? C'était une succession de compétitions. On sait aussi que toi, tu reviens de loin. François en parlera un peu plus tard. Voilà, ça a été quoi, synonyme de quoi cette qualification pour Paris finalement? Parce que c'est aussi qu'une étape peut-être à tes yeux. Ouais, c'est une étape, mais c'est une grosse étape. C'est une étape très très importante. Pour moi, il était inconcevable de louper ces Jeux. Je ne pouvais pas me dire, bon, bah, si je loupe ces Jeux, c'est pas grave, il y aura Los Angeles derrière. Non. Franchement, dans ma tête, c'était interdit. Interdit, je n'avais pas le droit à l'échec, interdiction. Donc voilà, on a fait un gros boulot en amont avec Chris à ma droite, Olivier et Kevin Dupuis qui malheureusement n'est pas là. Voilà, on s'est réunis plusieurs fois, chacun à son propre poste et ben voilà, aujourd'hui le travail a payé et on en est très fiers. Je pense que tout seul, j'y serais peut-être pas arrivé. Et pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent, c'était un petit peu une mission, cette qualification. Il fallait passer par des manches de Coupe du Monde. Il y a eu, je crois, en Allemagne, en Égypte. Après, c'était à Doha. Voilà, ça devait être éprouvant physiquement, les transports. Comment on organise tout ça? Alors, on reviendra après sur la prépa physique, mentale, etc. Mais comment on arrive à cette qualification qui passe par beaucoup d'étapes finalement? Alors, en octobre dernier, malheureusement, l'équipe de France ne s'est pas qualifiée. Donc, pour pouvoir prétendre à faire les Jeux, on avait 4 étapes de Coupe du Monde à faire et il fallait être numéro 1 ou numéro 2 sur le ranking mondial pour pouvoir obtenir ce ticket olympique. Donc la première étape, c'était le Caire en Égypte. Ensuite, on enchaînait directement avec la Coupe du Monde à Cottbus en Allemagne. Je suis revenu, je crois, une semaine en France. Je suis reparti à Bakou en Azerbaïdjan et la dernière où justement j'ai pris le ticket, c'était au Qatar à Doha. Mais tu as pris le ticket à Doha, mais aussi en faisant des bons résultats sur les manches d'avant. C'est pas juste à Doha où tu as non, fait, non, justement, il y a tout un système de points, c'est un peu compliqué et long. Je pense que les téléspectateurs, si je rentre dedans, vont commencer à se gratter la tête. Mais voilà, tout simplement, il fallait être numéro 1 et numéro 2 sur le ranking mondial. Donc,
sur les podiums, sur ces Coupes du Monde, quoi. Et précisons que Samir sera le seul athlète gymnaste masculin français qualifié pour les Jeux de Paris. Voilà, je serai le seul représentant malheureusement de l'équipe de France aux Jeux. Et pour être complet, tu parlais de l'équipe de France masculine pas qualifiée, les filles, elles sont qualifiées en équipe. Voilà. D'ailleurs, leur sélection en interne se fera incessamment sous peu. Samir, on voulait un peu revenir sur ton caractère, ta personnalité. Tu es un garçon qui on a l'impression que tu reviens toujours de nulle part. Tu as cette force en toi. On se souvient à Rio, quand tu as vu malheureusement la jambe cassée et qu'on était venu te voir à l'hôpital avec Seb, avec des amis. Moi, j'étais rentré démoralisé dans la chambre. Et finalement, c'est toi qui nous avais redonné le sourire parce que tu nous avais dit non, mais les Jeux de Tokyo, je vais les faire. Tu les as fait. Tu es allé en finale, tu as fait 4e. Après, tu t'es blessé en finale à Tokyo. Tu as eu le biceps, tu as eu 1 an et demi pour revenir. C'était dur. Tu nous as dit non, mais Paris, je vais le faire. Ouais, toi, effectivement. Comment tu fais Le chemin n'a pas toujours été de façon linéaire, j'ai envie de dire. Il y a eu des petits pépins qui se sont mis sur la route, mais voilà, ça fait partie du sport de haut niveau, ça fait partie du quotidien d'un sportif. Donc après, voilà, heureusement que pas tout le monde se fait des fractures ouvertes tibia-péroné, mais on a très vite, très tôt, appris à apprivoiser la blessure. La blessure fait partie de notre quotidien, les douleurs font partie de notre quotidien. On est obligé d'apprendre à travailler avec. Celui qui dit « Ah, je me suis jamais fait mal durant ma carrière » ou « Je n'ai pas eu un petit bobo dans ma carrière », j'y crois pas. Ou alors, chapeau, bravo. Donc voilà, oui, il y a eu des moments compliqués, mais ce qu'il faut retenir, c'est voilà, si moi j'étais capable de le faire, beaucoup le sont aussi. Et ça, c'est le plus important pour justement la future génération, les jeunes qui arrivent. Se dire, voilà, c'est pas parce qu'il y a un petit pépin de travers qu'il va falloir abandonner. Non. Quand tu as un objectif en tête, bats-toi, donne-toi les moyens de réussir. Ah, c'est sûr que si tu restes assis sur ton canapé à attendre, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais si tu te bouges un peu et tu te fais violence, ouais, ça peut le faire. Et en revanche, tu disais rester sur le canapé. Je me souviens qu'on en avait parlé il y a quelques années à Antibes et Christophe et Olivier en parleront sûrement derrière. Mais il y a aussi ces plages de récupération qui sont importantes. Des fois, rien faire et se reposer, c'est aussi progresser et travailler d'une certaine façon. Oui, exactement. La récup fait partie de la performance. Le sommeil fait partie de la performance. La nutrition fait partie de la performance. Il n'y a pas que l'entraînement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la tête d'un sportif de haut niveau, en tout cas dans la mienne, des fois je me dis « Ah bah non, si je prends repos là, ça va être... je vais perdre du temps. » Mes concurrents, eux, pendant que je suis sur mon canapé, eux s'entraînent. Alors je ne dis pas que j'ai toujours envie, hein. Bien évidemment que non. Il y a des fois où j'ai la flemme, je suis fatigué. Oui, mais c'est ces moments-là où tu dois te mettre un coup de pied aux fesses. Puis si tu n'y arrives pas, il y a le staff qui sont là pour te le mettre. Et c'est là où tu progresses. Et d'ailleurs, j'ai remarqué pas mal de fois, peut-être pas tout le temps, mais c'est dans les moments où tu arrives à la salle et tu te sens fatigué, t'es un peu mou, t'as pas envie. Et des fois, c'est ces séances-là qui sont les meilleures. Et vice-versa. Combien de fois ça m'est arrivé d'arriver à l'entraînement, j'avais une pêche de fou, mais je monte sur les anneaux, rien du tout. Olivier Moriano, donc toi tu connais Samir depuis de très longues années, tu es son préparateur mental notamment depuis Tokyo. Voilà un mot toi justement sur cette persévérance qu'il a, le fait de jamais lâcher, même si évidemment il y a toujours des moments de doute ou des phases plus compliquées. Comment tu le vois toi d'un regard extérieur finalement? Déjà vous aurez bien compris que Samir il part d'un mental déjà fort naturellement. Donc moi mon travail c'est pas de mesurer son niveau mental, c'est de le faire performer là où il est. Voilà, donc on met en place un tas de choses environnementales, au niveau personnalité, au niveau de Samir, au niveau de ses entraîneurs, Kevin et Christophe. Et on essaye de provoquer une atmosphère, un environnement très positif qui lui, comment vous expliquer ça simplement, qui le mette en avantage. Dans une forme de confort finalement. Exactement, un confort, un bien-être, du plaisir tout simplement, pour qu'il puisse performer et rendre ce mental performant pour ce que va lui demander Christophe et Kevin. Voilà, tout simplement.
Et Christophe, toi, au niveau de la préparation physique, comment alors sans rentrer dans du très technique spécifique, mais comment on planifie tout ça? Parce que Samir passe son temps en ce moment entre Antibes ou l'INSEP. Voilà, comment on organise ça finalement? Parce que c'est pas, je suis à l'INSEP, je m'entraîne, je suis à Antibes, je m'entraîne, oui, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Comment ça s'organise? La première chose, déjà, c'est ce qu'exprimait Samir, c'était de planifier la problématique de qualification, parce que c'était quand même Samir, on a l'impression que c'était facile, mais c'était vraiment pas facile en fait d'enchaîner 4 compétitions de suite comme ça, enfin 3 compétitions, revenir un mois, repartir. Donc en fait, avec l'entraîneur, on regarde quels sont les éléments que Samir, le programme que le Samir veut mettre en place sur les anneaux, et derrière on ondule la charge d'entraînement, c'est-à-dire que entraîner, c'est fatiguer, sinon il n'y a pas d'adaptation. Mais tu le disais tout à l'heure, c'est que si tu fatigues trop, en fait, tu surentraînes. Donc toute la stratégie, c'est en lien avec Olivier sur justement l'approche, la disponibilité donc, de Samir, d'un point de vue déjà mental. On va dire c'est un jeune papa, ou plutôt que encore des enfants en bas âge, donc c'est une incidence vraiment dans la vie de tous les jours. Plus le travail sur les anneaux, donc comment on arrive à coupler la préparation mentale, la préparation physique et la préparation sur les anneaux. Donc ça, c'était la première étape. Et après, voilà, tu l'as dit qu'une étape, mais en fait, cette étape, il fallait la passer. Et derrière, on a l'échéance après. Alors, l'échéance, c'est la qualif pour les Jeux et aussi la finale. Donc, tu imagines bien qu'on ne vise pas la qualif, il faut se qualifier pour la finale, mais on vise aussi la finale. Donc, derrière, voilà, on met en place et on essaie de battre la mesure en prenant vraiment au cœur du système Samir et son niveau de disponibilité. Mais ma définition de la planification, planifier, c'est limiter les incertitudes. Donc on essaie de limiter les incertitudes en fait. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas les éviter, les impondérables, voilà, on ne les maîtrise pas par définition. Oui, et surtout que Samir, comme tu l'as bien compris, c'est pas un sportif joueur, il veut rentrer un nouvel élément qui n'a jamais été réalisé. Donc voilà, faut bien se coordonner avec Olivier, avec notamment Kevin Dupuis, l'entraîneur, pour savoir comment on va amener Samir en termes de préparation physique, et être capable de réaliser les entraînements pour après potentiellement performer et réaliser l'enchaînement qu'il a choisi de présenter au jeu en fait. Et on y reviendra sur cet enchaînement avec François un petit peu plus tard. Les qualifications aux anneaux au jeu auront lieu le 27 juillet. Est-ce que l'idée c'est de préparer Samir pour ce jour J ou finalement qu'il monte en puissance au fil de cette compétition? On l'entend des fois de la part des entraîneurs de Sportco de dire voilà, le but c'est que le groupe monte en puissance pour les échéances vraiment finales. Comment on s'organise à ce niveau-là pour un sport individuel comme les anneaux en l'occurrence? Alors c'est différent des Sportco parce que le Sportco au jeu tu vas jouer tous les 2 jours en fait. Donc tu as un jour où tu joues, tu as un jour où tu es off, un jour où tu rejoues. Donc là Samir, alors le format il n'est pas traditionnel parce qu'habituellement ils ont 2 jours entre la qualif et la finale. Là il y a 6 jours, 7 jours. Donc ça veut dire que ça nous laisse du temps derrière pour récupérer, 2 retravailler. Donc ce ne sont pas des mathématiques, mais en fait l'objectif serait d'arriver à 95% d'une potentielle, on va dire un potentiel niveau de condition physique et on va dire technique spécifique aux anneaux pour la qualif, et puis 110%, 110% le jour de la finale. Et je reviens sur Olivier pour que ce soit la relation même amicale qui est née entre vous ou de préparateur mental. Ça arrive les jours où vous ne vous parlez pas, ou c'est des échanges de messages, d'appels constants, ou que ce soit même avec Christophe, mais voilà, quand on a un staff comme ça, est-ce qu'il y a des moments où tu peux être dans une forme d'autonomie et tu n'as pas besoin d'eux, ou à l'inverse, on se parle un peu tous les jours? Je ne sais pas qui peut répondre. Tout évolue. Il n'y a rien qui est vraiment stable en fait. Vous avez vu tout ce qui est arrivé à Samir en toutes ces années. Il y a eu des changements de staff, il y a eu des blessures, il y a eu des tas de choses qui vont up-down, on va dire. Donc vu que tout est en mouvement, automatiquement on est constamment, comme disait Christophe, en adaptation constante. Voilà. Donc du coup ça fait que des fois il y a des ambiances qui sont meilleures que d'autres fois, et voilà, donc c'est de l'adaptation exactement comme au niveau physique, au niveau technique, hein, on est constamment en train de s'adapter pour chercher la performance au quotidien, et puis il y a des fois c'est plus dur, puis il y a des fois c'est plus facile. Il y a les événements de Samir aussi, de son quotidien, de sa vie privée aussi, qui rentrent en jeu, donc tout ça fait une atmosphère à devoir contrôler. Et j'ai une dernière question avant de relaisser la parole à François, parce que pour les gens qui te suivent ou qui vous suivent sur les réseaux sociaux, peut-être que certains se posent la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette salle un peu de torture là où tu fais un équivalent de vélo d'appartement dans une salle où la température est très haute, plus que dans ce studio. Voilà, c'est quoi? C'est la Thermo Training Room, je crois, c'est ça? Peut-être que les suiveurs se posent la question. C'est quoi le but de cette salle de torture, vu de l'extérieur en tout cas? Je vais laisser Chris en parler parce que ça a été lui, il a fait partie des fondateurs de la Thermo, donc je pense que
il est bien placé pour nous raconter cette machine de torture. Bon, alors on le torture pas, hein. Torturer, on choisit pas. Lui, il vient tous les jours, il est à la banane, donc voilà. Donc c'est pas vraiment la torture. Mais c'est vrai que c'est pas simple. En fait, c'est une chambre, en fait, dans laquelle on monte la température à 41, 43 degrés pour Samir. Ce sont des ondes longues, donc qui vont chauffer 80% du corps et 20% de l'air. Contrairement, on va dire, à un sauna traditionnel où là, tu vas chauffer, c'est l'inverse, tu vas chauffer 80% de l'air et même pas 20% du corps. Donc c'est pour ça que vous le voyez en petite tenue, très sexy, en train de faire du vélo, parce qu'en fait, il faut qu'il soit irradié. Donc quel est l'objectif? Il y en a plusieurs. Il y en a un, ça peut être l'acclimatation à la chaleur. Donc là, pour Samir, c'est pas le cas, puisqu'il y aura la clim. Il va faire chaud à Paris. Hein. Quoique. L'autre, c'est augmentation de la performance d'un niveau, on va dire, cardio-respiratoire. Musculaire, et il y a aussi un énorme avantage sur la fonte musculaire, la fonte des masses grasses, c'est-à-dire séchées en fait. Donc nous on l'utilise plutôt pour le cardiovasculaire, pour garder un équilibre, on va dire, sur les anneaux, un ratio poids, masse maigre, les muscles et masse grasse, la graisse, vous l'avez vu, il n'y en a pas beaucoup, mais qui soit le plus optimal possible. Donc c'est vrai que c'est pas simple. En fait, il est important aux anneaux d'avoir un bon rapport poids-puissance. Okay. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis un gymnaste qui fait des sèches. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours entraîné avec, on va dire, en étant un peu plus haut que mon poids de forme à laquelle j'arrive en compétition. Et du coup, en fin de préparation, ou même 2 fois au milieu, je commence à ma période d'affûtage. Et là, justement, le fait de rentrer dans la thermo, donc ça va me permettre de sécher, et 2, de travailler mon cardio. Eh oui. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, les seigneurs des anneaux? C'est la force, c'est la force brute, j'ai vu une interview où tu disais, moi, je suis un bourrin. Ouais, je suis quelqu'un qui est plus bourrin que technique, je suis plus bourrin qu'artistique. Voilà, et je pense que je suis plus à même de faire certains sports que d'autres. Donc voilà, quand on me regarde, on est plus sur de la force, être un peu brut que la souplesse, l'élégance, l'artistique, tu vois. Donc c'est pas moi qui ai choisi, c'est ce milieu-là qui m'a choisi, j'ai envie de te dire. Mais voilà, on est obligé de s'adapter. Quoique tu arrives à avoir cette élégance sur les anneaux, oui, parce qu'il y a la puissance, qui est totalement hallucinante. Effectivement, le côté artistique est visible. Quoi. Ouais. Le but, c'est d'essayer d'arriver le plus près possible et le mieux possible pour les compètes, quoi. Et le fait d'être le seul Français qualifié pour les JO en gymnastique, est-ce que ça va te mettre une pression en plus ou pas? Pas du tout. Pourquoi je me mettrais de la pression? Justement, ça c'est un sujet avec Olive où on a débattu pendant des heures et des heures. Je vais partir sur ces Jeux Olympiques avec une seule chose en tête, c'est de me faire plaisir. Me faire plaisir. Pourquoi je vais me mettre la pression? Et puis je vais te dire un truc, François. Même si j'ai pas la médaille, je fais les Jeux Olympiques en France. J'ai fait les Jeux Olympiques chez nous à Paris. Combien, malheureusement, auront la chance de dire j'ai fait les Jeux chez nous? Donc déjà, ça c'est une victoire. Après, certes, je vais pas là-bas pour faire de la figuration. Je vais pas là-bas pour participer. J'y vais pour gagner. Mais si malheureusement il n'y a pas la médaille, je l'aurai à Los Angeles. Et donc, ça c'est film. C'est une info, c'est-à-dire que les Jeux de Paris, ce sera pas une fin en soi. Ah non, c'est pas mes derniers, mais ça je l'ai déjà annoncé. Oui, vous pouvez le croire, hein, si Samir le dit. Comment? Voilà. Je dis aux auditeurs, enfin, vous pouvez le croire. Si Samir de toute façon, écoutez, je vais être clair. Ce que j'ai dit, je m'y suis toujours tenu. J'ai dit que j'irais à Paris, j'ai tout donné pour arriver à Paris. Là, je ferai, et là je le dis, mes derniers Jeux, ce sera à Los Angeles. Après, j'arrête ma carrière. Mais il va falloir faire les choses intelligemment. La planif, elle est quasiment déjà faite. Et je ne vais pas m'entraîner et faire 4 ans de compète non-stop. Non, il va falloir faire les choses intelligemment. Je fais l'année post-olympique sur le championnat du monde, d'accord, individuel. Après, les 2 années qui arrivent derrière, c'est par équipe. Là, je ne le ferai pas. Donc, je continuerai, et j'insiste bien, je continuerai à m'entraîner dans la salle de gym, avec Chris sur la préparation physique, d'accord,
avec Olive sur la préparation mentale et je repointerai le bout de mon nez l'année olympique. Comme ça, 1, je m'économise et 2, je suis en forme. Bon, François, tu voulais enchaîner, je crois, François, sur ce statut de porte-drapeau, justement. Ouais, juste un petit mot sur le fait d'avoir été porte-drapeau. Quand même, c'était un événement très particulier. Comment tu l'avais appris, ça C'était un soir, je me souviens, je venais de coucher ma fille et mon téléphone sonne, un numéro que je ne connaissais pas. Je réponds et à l'époque, c'était Brigitte Henriquez qui était la grande chef et qui me dit bonjour Samir et tout, voilà, j'ai l'honneur et la fierté de te dire que tu as été élu porte-drapeau de l'équipe de France olympique. Et là j'ai bugué, je dis quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? J'y croyais pas, honnêtement, j'y croyais pas et je le dis, mais vous savez que c'est Samir au téléphone, que c'est pas un Flo Manodou ou un Lavillenie. Vous n'êtes pas trompé. Il me dit non, c'est vous qui a été élu porte-drapeau. Et là je dis j'ai raccroché. Je regarde ma compagne et je dis c'est moi le porte-drapeau. J'étais choqué. Franchement, c'est une fierté de ouf. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Je suis quelqu'un de très patriote. Et quand on te dit, c'est toi qui vas porter toute une délégation, c'est extraordinaire. Porter l'étendard, défiler, même en période de crise, même en période de Covid, c'était extraordinaire. Et tu nous fais le salto. Exactement. Tu y avais pensé avant, Mais pas du tout. C'est en rentrant dans l'arène, il y avait tous les copains derrière, il y avait les handballeurs, il y avait les basketteurs, ou je sais plus, les handballeuses. Il y avait tout le monde, il y avait du monde. Et d'un coup, je sais plus qui dit Sam, fais un salto. J'entends, je dis moi je suis encore un gamin, il faut pas trop me chauffer, je serais capable de le faire et tout. Et là, je regarde Clarisse et je lui dis qu'est-ce que je fais? Agbenienou, la judoka qui était porte-drapeau avec toi. Exactement, oui, pardon. Et je lui dis qu'est-ce que je fais? Je fais un salto. Et là, je la regarde et je lui dis imagine, je m'explose comme ça. Ah oui, c'est la risque. Je la regarde, je dis t'imagines la honte si je fais un salto et je m'éclate. En plus, on avait les grandes parkas, tu sais, qui étaient vraiment basses. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va se faire kiffer. Et effectivement, aujourd'hui, même à l'étranger, on me parle de ce fameux salto. Parce que c'est vrai que tout le monde a l'habitude de défiler de manière... sobre. Sobre, mécanique. Militaire, tu vois. Et moi, je suis le seul à avoir fait un salto sur une cérémonie d'ouverture, depuis même la création des Jeux, tu vois. C'est ça. Donc, non, il n'y a rien qui a été fait et décidé en amont, que du feeling. Et pareil, je me suis interdit de sortir mon téléphone portable pour vivre la cérémonie à fond. De toute façon, les images, je les aurais vues, je les regarderai un peu plus tard. Donc, je voulais avoir tout en tête. Et si tu avais un conseil à donner aux futurs porte-drapeaux, on parle de grands noms, peut-être Manodou, Ngapet ou... Sofiane Oumia, il y a plein de grands champions qui peuvent prétendre être porte-drapeau. Donc, ça sera la surprise. On va pas tarder à voter et on va voir. Et le conseil, du coup, que tu leur donnerais Le conseil, c'est juste de kiffer le moment présent parce que c'est extraordinaire. Et puis, on est une fois dans sa vie porte-drapeau. Donc, kiffer, juste kiffer. C'est extraordinaire. C'est une sensation extraordinaire. C'est une fierté pas possible. Et donc... Pardon, vas-y, je t'en prie. Christophe, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, peut-être pas tenter le salto parce que Samir Saïd n'est pas qui veut. Voilà. Non, ça, c'est un vrai conseil. Si c'est un mec comme Sofiane Oumia, le mec il va nous faire, du shadow, avec le drapeau. Non, je rigole, mais non, vraiment, je leur souhaite de kiffer le moment. Et on rappelle à Christophe, toi aussi tu as connu les Jeux Olympiques en tant que préparateur physique de l'équipe de France de volley qui avait été couronnée à Tokyo, donc tu connais aussi l'Olympiade et pas seulement la prépa physique au Krebs d'Antibes. Samir, on demande à tous les invités qui passent sur ce plateau, est-ce que les Jeux Olympiques à Paris c'est le rêve d'une vie? Toi ce sera tes 3e, donc les Jeux tu y as déjà goûté. Est-ce que le fait justement que ce soit dans la capitale, presque chez toi en tout cas, près de ta ville de naissance, une forme de rêve ou c'est toi une étape de plus, une expérience de plus? En soi, les Jeux c'est l'aboutissement d'une carrière pour un sportif de haut niveau. Soyons clairs. Ensuite, le fait d'avoir les Jeux chez nous, c'est vrai que ça ramène un petit truc en plus. On va pas se mentir. Mais je pense qu'il y en a plein qui se mettent la pression sur ces Jeux parce que c'est chez nous, on a envie de bien faire. Certes, c'est important de vouloir bien faire, mais
entamons ça de manière simple. Les Jeux, c'est une compétition comme une autre, un peu plus médiatisée. Donc, ce qu'on doit faire là-bas, c'est juste reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement. Tout simplement. Donc, pas plus de pression, se faire plaisir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en tête. Et la ville de Paris, tu entretiens quelle relation avec Très bonne. elle, j'allais dire? Très bonne, très T'as bonne. des habitudes, des lieux que tu aimes Bien sûr, bien sûr. Bah, moi, j'ai tous mes repères à Paris, enfin en banlieue parisienne. J'ai ma famille encore là-bas, donc mes amis. Donc, ouais, quand je retourne sur Paris, bah, d'ailleurs, j'y retourne dimanche. Ouais, je me sens chez moi. En fait, je suis chez moi. Je suis chez moi et là-bas et ici. Donc, je suis chanceux. Je suis chanceux. On va te demander de regarder l'écran à ta droite. Là, il y a quelqu'un qui a voulu te parler, te poser une question. Et on reviendra sur sa question dans la foulée. Salut Sam Sam, je voulais te poser une petite question. Voilà. À Tokyo, malheureusement, on n'avait pas pu être là pour supporter, malgré qu'on l'ait fait à fond derrière nos écrans. Cette année, c'est différent. C'est à Paris. On sera tous présents, les petits comme les plus grands, pour notre plus grand bonheur. Voilà. Sachant que Paris, bah, c'est la ville où tu as débuté ta carrière. C'est tes premiers sauts dans la fosse aux crocodiles. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir débuté ta carrière là-bas et de faire ces jeux aujourd'hui dans la même ville et avec toute ta famille présente. Voilà. Bon, bah, je te fais des gros bisous. Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, il s'agit de Sarah, ta sœur, c'est ça? C'est ma sœur, ouais. Voilà. Je crois qu'elle allait me demander des places. Ah. Ça se dira en interne, du coup, visiblement, elle n'a pas abordé ce sujet. Alors, peut-être des places à donner un peu plus tard. Voilà, pour répondre à sa question, le fait que, bon, que ça ait lieu à Paris, tu y as déjà un petit peu répondu, mais que ta famille, visiblement, soit là, alors qu'à Tokyo, c'était des conditions particulières bien sous sûr. Covid. Comment tu vois ça et comment tu... Bah, c'est quand même une chance de pouvoir représenter son pays devant sa famille, devant ses amis, devant tous les gens qu'on aime, devant son public. Donc ça, c'est une chance de se dire, bon bah voilà, on va montrer au monde ce qu'on sait faire et également à sa famille. Donc ouais, moi je me sens, encore une fois, je répète, mais je me sens chanceux, clairement. C'est peut-être l'occasion aussi, je sais pas, de dire un mot à tes proches. Tu parlais du staff, c'est des carrières longues, difficiles parfois, que ce soit même les blessures ou les coups un peu de moins bien mentalement. Il faut être entouré par les proches aussi pour tenir. Bien c'est un sûr, travail invisible, mais un soutien invisible. Comme je disais tout à l'heure, tout seul, on n'y arrive pas, ou alors on a un peu plus de difficultés. Là, aujourd'hui, voilà, j'ai toute une famille derrière moi qui me pousse, qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça, sans eux, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. Ça, il faut être honnête, il faut le souligner. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, on a gagné. Ouais, mais qu'est-ce qui a fait que tu as gagné? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti bien sur le moment présent? Et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Moi, ma famille, ils ont toujours été avec moi. Ces énergumènes là qu'on voit, bah aussi, ils ont toujours été à mes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça, c'est important. J'insiste sur les bons et les mauvais moments, parce que c'est toujours facile d'avoir beaucoup de gens quand tu brilles. Mais les vraies personnes qui t'aiment, elles sont là aussi dans les moments les plus difficiles. Et c'est là, généralement, que tu te rends compte qui sont tes vrais proches. Comme je dis, j'ai beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis, en vrai, tu vois. Et c'est ça le plus important. C'est d'avoir les gens, l'amour des gens qui t'accompagnent, même quand tu es au plus mal. Et en tout cas, je vous en remercie. Voilà. Et tu penses souvent à ton papa aussi? Bien sûr. Bien sûr, le padré, ça a été un phare et ça l'est toujours, même s'il est décédé. Clairement, ouais, c'est, on va dire je vais pas dire un traumatisme, je sais pas comment trouver le bon l'adjectif, pardon. Mais ouais, j'ai perdu mon phare et aujourd'hui, je me bats aussi pour lui. C'est un combat que je mène pour moi, mais aussi pour lui, pour le rendre fier. Et puis tu es devenu papa, hein, à ton tour, hein, avec ta petite fille, ton petit garçon. Et ça, c'est encore plus dur que l'entraînement, ça. C'est un autre entraînement. C'est encore plus dur. C'est encore plus dur que l'entraînement ou les compétitions ou même les sélections olympiques. Mais je rigole, c'est difficile. Moi, j'aime madame aussi. C'est que de l'amour, en vrai. C'est que de l'amour, encore une fois. Peut-être que je radote, mais je suis chanceux. Ouais, et puis ça te permet aussi de relativiser aussi, comme tu disais, Bien une sûr. médaille. C'est ok, bah t'as une contre-perf. Tu rentres chez toi, t'as une famille, t'as un toit, t'as l'amour de ta famille, de tes proches, de tes amis. C'est ça la vraie richesse. C'est bien de gagner des médailles, bien sûr, mais la vraie richesse, elle est là. C'est juste extraordinaire. Quand tu vois, tu t'embrasses tes enfants, tu vois tes amis. Ça, c'est la vraie richesse.
Toutes les médailles, c'est le sport de haut niveau, la reconnaissance, c'est éphémère, il ne faut pas l'oublier. Faut vraiment pas oublier cet aspect-là. Et Olivier, justement, sur l'aspect mental, on parle des proches qui sont des soutiens, que ce soit pour Samir ou les autres sportifs de haut niveau. Il faut aussi quantifier ça. Des fois, le fait de faire penser aux proches à l'approche d'une compétition, ça peut être une force. Mais si ça l'est trop, ça peut devenir quelque chose de trop émouvant, trop prenant. Voilà, il faut aussi trouver le juste milieu au niveau sentimental, presque. Bien sûr, mais ça on en a très régulièrement parlé. Bon, ça se passe pas comme dans un bureau quand je le reçois en entretien, c'est pas ça, ça se passe dans la vie de tous les jours lorsqu'on s'entraînait, parce qu'avant on passait quand même du temps en entraînement ensemble. Voilà, donc tout ça c'est une planification qui se fait sur des années, et voilà, il y a des stratégies qui sont mises en place, et ça c'est des questionnements perpétuels quoi, qui sont au quotidien. On parle naturellement de ça finalement, mais ça rentre dans le processus évidemment. En fait, Olivier, avant, ça fait très longtemps que je travaille avec Olivier. Olivier était dans mon staff sur les Jeux de Tokyo. Donc, il a été préparateur physique. Et pendant qu'il faisait justement toute ma préparation physique, il suivait en parallèle des formations pour justement être dans la préparation mentale. Et comme je l'ai dit à vos collègues, à la presse, j'ai complètement changé de staff après les Jeux. Donc, de Tokyo. Ouais, de Tokyo. Donc j'ai gardé les bonnes choses et je me suis écarté des moins bonnes choses. Voilà, et aujourd'hui je ne pouvais pas préparer des jeux sans avoir mon Moriano à côté de moi. C'était important. C'était important pour moi et franchement, en tant que préparateur physique, il a fait du très très bon boulot. Et ce qui est bluffant, c'est qu'en tant que préparateur mental, il fait un excellent boulot, et c'est ça qui est ouf. À savoir qu'il a été sportif de haut niveau, donc il sait ce que c'est. Exactement, il a été boxeur pro. Donc la compétition, le haut niveau, il sait ce que c'est. Donc ça, c'est plus facile. C'est plus facile pour l'athlète de se dire, ce mec sait de quoi il parle. Il m'a initié à la course à pied. Je déteste ça. Quelle belle idée. Je déteste ça. Sur le plat. Sur le plat, ouais. Ouais, je me souviens de quelques séances de piste au Fort Carré, notamment. Ouais. T'étais pas dans ton premier élément, on va dire. Non, clairement. Mais il m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte que c'est hyper important pour moi. Et même aujourd'hui, parfois, je continue à courir. Je me fais des petites séances en côte. Alors qu'avant... J'en ai lâché des galettes, hein. Ouais. Et avant les compétitions, est-ce que tu as un rituel, une habitude, quelque chose que tu fais tout le temps? Est-ce que c'est au feeling? Non, j'ai pas de rituel. Franchement, non, j'ai aucun rituel. Non, je passe un coup de fil à ma famille, à mes amis. Voilà, on fait le travail de prévention le matin de la compétition. Voilà, avec un travail qu'a mis en place Chris. Donc voilà, non, hormis le travail de prévention à faire le matin de la compète, non, j'ai pas forcément de rituel. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la concurrence aux anneaux pour les gens qui ne seraient pas forcément très initiés? Il y a souvent le nom du Greg Petrounia, je crois, qui revient. Ouais. Est-ce que c'est lui et les autres derrière? Est-ce qu'il y a aussi c'est plus étoffé que ça? Pour moi, tout le monde. Une fois que tu arrives aux Jeux Olympiques, tout le monde est potentiellement dangereux. Je mets pas Petrounia ou le Chinois devant. Non, si tu es là-bas, tout le monde peut être dangereux. Donc je sous-estime aucun adversaire. Mais ça va se jouer entre combien de gymnastes a priori pour les anneaux en tout cas, au niveau des notes globales ou au niveau de ces choses-là? Je pense que ça va se jouer entre 15 mecs, je pense. Ok. Ouais, 15 mecs. On a entendu parler d'une botte secrète, la Samir 2, après la Samir 1. Comment t'es au courant de ça, toi? Il fallait peut-être pas en parler. Comment t'es au courant de ça? Ouais, effectivement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, j'ai inventé une deuxième figure que je présenterai que aux Jeux, comme je l'ai fait aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc là, avec Chris et Kevin, on est à fond dessus pour la travailler, pour la peaufiner, et elle commence à rentrer de mieux en mieux. Donc ça, c'est une grosse fierté. Hier et lundi, on a eu vraiment de gros entraînements, et tu sens que ça impacte le corps. Donc aujourd'hui, ils ont laissé un peu repos parce que la charge de travail qu'il y aura demain et vendredi, voilà, ça va piquer. Mais pas le choix. De toute façon, cette nouvelle figure est tellement complexe, tellement difficile, que si je fais pas tout ça maintenant, le jour de la compète, ça risque d'être compliqué pour moi. Si je commence le premier élément à peiner,
Le mouvement va être long. Un petit mot sur Bercy, Sam. Bercy, c'est une salle qui t'a souvent réussi. Tu as gagné 2 fois les internationaux. Plus, 3 fois. Plus, je crois. Oh. Mais peu importe. En tout cas, oui, effectivement, c'est une médaille. C'est une salle qui m'a beaucoup souri. Donc, j'espère que ça va continuer. J'ai mes repères. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il faut travailler, il n'y a plus qu'à. Il y avait une question un peu plus locale, je crois aussi, François, sur l'attachement de Samir avec notre département, avec la ville d'Antibes, non? Oui, bah Samir, oui. Est-ce que... Ouais. Non, mais oui, moi, je t'ai toujours connu en Antibois, quoi. Depuis tout petit. Et puis, quelquefois, bon, c'est vrai que tu as fait la navette entre l'INSEP et Antibes et tout ça, mais je me disais, est-ce que tu pourrais vivre sans Antibes? Est-ce que tu pourrais... Non. vivre... Non. Ah non. Non, je pourrais pas. Mon cœur est ici maintenant. Je suis fier de représenter la ville d'Antibes. Antibes m'a beaucoup apporté. Beaucoup apporté. Je me sens même redevable envers la ville d'Antibes. Notre maire Jean Leonetti m'a toujours soutenu. Et c'est vrai qu'il a toujours cru en moi. Et voilà, non, je suis fier de représenter la ville d'Antibes. Très très fier. Et justement, c'est quoi tes habitudes? Alors, il y a la gym qui prend une grosse part, il y a la vie de famille. C'est quoi tes loisirs? Est-ce que c'est à Antibes? Est-ce que c'est des balades, du cinéma? Voilà, bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de loisirs. Non. C'est vrai que... ouais, non, je fais rien en ce moment. Et en temps normal, il récupère, ouais. Elle a vraiment besoin de récupérer en ce moment. C'est les trois plus grosses périodes de charge. Donc, à l'aéroport, lorsqu'on est revenu de l'INSEP, je lui ai dit, mais c'est ton sac qui te porte. Ah, ça a été une corvée, ouais. On est rentré, on était sur l'INSEP la semaine dernière et vendredi, on a bu mon âme. Clairement, ils m'ont abattu. J'étais à Orly et je peinais à trimballer ma valise. J'étais explosé. Ouais. Mais voilà, après, c'est un sentiment de fierté parce que tu sais que tu as tout donné. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que tu sais très bien qu'une figure de plus, tu peux plus la faire. Même je dis n'importe quoi, une galipette, j'avais même plus la force de la faire. Donc en fait, j'avais utilisé les 100% de mes ressources. Je n'avais plus rien. Parce qu'un mouvement aux anneaux, grosso modo, c'est combien de temps? 1 minute 5, je dirais. Donc du coup, voilà, on met en place une grosse charge de travail pour que le jour de la compétition, ça soit limite un peu plus facile. Est-ce que tu veux qu'on retienne tes tortionnaires dans les locaux de Nice Matin là, pour avoir quelques jours un peu plus souples peut-être? J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'aime bien. Je dois être un petit peu sado, mais j'aime avoir mal parce que je sais que le jour de la compétition, ça me fera un peu moins mal. Merci à vous trois d'être passés nous voir dans les studios de Nice Matin. Merci également à Philippe Bertini et Sophie Doncet à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi aussi François pour ton expertise et merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une semaine avec un nouvel invité et toujours évidemment pour parler des Jeux Olympiques. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.